président de l'IAE nous introduit notre rencontre, j'allais dire régulière. Alors, mesdames, messieurs, écoutez, c'est une très grande joie pour moi de vous accueillir dans cet amphithéâtre Malraux pour donc cette conférence Art et Management. Je pense que c'est la 5e de notre cycle et nous sommes ravis que désormais ce soit un cycle vraiment pérenne qui permette d'avoir des regards croisés sur des objets communs, mais avec des clés de lecture différenciées. Nous croyons beaucoup en tant qu'école universitaire de management en nos rôles justement de, bien sûr, de diffuser des savoirs, des techniques, des connaissances, mais aussi de prendre du recul sur ces techniques-là et faire parler des gens d'univers différents sur des objets et des concepts qu'on manipule en gestion et pour nous apparaît comme étant notre mission première. Donc je suis vraiment ravi de cela. Alors ça s'inscrit aussi beaucoup dans le cadre de notre nouveau slogan qui est Think Large, qui est justement l'idée d'aller au-delà, de décloisonner, de savoir penser en dehors de la boîte et donc d'avoir cette capacité justement dans une période qui est fortement turbulente de savoir réinterroger les cadres qui nous sont fournis. Donc nous croyons en étant à l'intérieur de l'université qui est un espace de connaissance, un espace de recherche, que c'est vraiment dans notre mission. Donc nous sommes ravis de mener ce partenariat, ces conférences en partenariat avec acteurs de l'économie Rhône-Alpes. Nous sommes ici ravis que ce soit fait en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Lyon parce que c'est aussi une façon de se faire réunir des publics différents. Et je ne serai pas plus long si ce n'est pour vous dire que c'est une très grande joie de vous souhaiter un très bon temps d'écoute mais aussi de dialogue avec nos intervenants que je remercie chaleureusement de se prêter à cet exercice-là. Merci. Merci Jérôme. Donc, à ma droite, Georges Fontaine, qui nous parlera de différentes expériences d'animation d'équipe au sein d'une entreprise qu'il a créée, Techné, et puis maintenant le réseau donc, qui favorise l'initiative, la création d'entreprises, d'entreprendre. Puis à ma gauche, Jean Lacornerie, directeur du Théâtre de la Croix-Rousse. Merci à vous tous, une fois de plus, d'accepter de venir jeûner en notre compagnie, d'accepter donc de vous nourrir de quelques échanges culturels plutôt que de matériel, même s'il y a à l'angle d'ici un lieu extrêmement malfamé. Bien, je fais référence à un grand M, là. Voilà. Je démarre tout de suite, et puis ensuite nous rebondirons l'un et l'autre. Jean Lacornerie, comme ça, à brûle pour point, cette saison 2014 du Théâtre de la Croix-Rousse, quelle appréciation portez-vous? Un bon cru? Alors, vous me posez une question difficile parce que vous voulez me parler d'une appréciation artistique ou une appréciation justement, c'est bien ce qui m'intéresse. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous fait dire c'est une bonne saison ou bien c'est une saison qui se passe bien, elle n'est pas exceptionnelle. Et pourquoi j'aimerais bien le savoir, mais en tout cas, je m'interroge. Je pense qu'on est face à un changement de comportement du public qui nous rend un peu démunis, d'ailleurs, les collègues qui dirigent les théâtres, parce que le public, jusque-là, la Croix-Rousse, par exemple, était un théâtre où il y avait un public d'abonnés assez nombreux. Alors, ce public est toujours nombreux, mais diminue. Et le public qui ne s'abonne pas vient à la dernière seconde. Ou ne vient pas, d'ailleurs. Mais on ne sait pas s'il va venir ou si voilà. Ça, c'est un signe des temps. Là. Vous êtes complètement dans la sociologie ambiante. Et ce truc de dernière minute, en fait, a changé. Et ça a changé. Enfin, pour moi, je le sens beaucoup plus cette saison-ci que la saison dernière. Voilà. Alors, au bout du compte, on arrive à un taux de fréquentation à peu près équivalent à celui de l'année dernière. Donc, on n'est pas malheureux, mais on est inquiet. Donc, c'est déjà pour vous un critère d'évaluation de votre activité. C'est allez, je vais utiliser un mot terrible, le taux de remplissage. Ah ben c'est un critère essentiel, oui. Vous l'avez en permanence, c'est au tableau de bord. En permanence, oui. Et autre élément d'appréciation sur votre activité, l'aspect positif qui vous est venu à l'esprit, c'est lequel? Après, c'est l'écho que rencontrent les spectacles qu'on présente. Soit c'est parce que les gens trouvent ça bien ou parce qu'ils ne trouvent pas ça bien. Ce qui, évidemment, a une influence aussi sur la fréquentation, bien entendu. Et puis, c'est aussi, puisqu'en fait, le Théâtre de la Croix-Rousse, c'est un théâtre qui accueille des spectacles, qui présente des spectacles à Lyon, mais qui est aussi en produit. Et donc, la saison 14-15 est une année importante pour nous parce qu'on a fait une grosse production d'une comédie musicale qui s'appelle Bells Are Ringing et qui est en tournée en ce moment. Voilà. Donc, c'est aussi une part d'activité importante.
Et quand vous dirigez Tecné, Georges Fontaine, quels étaient vos clignotants, votre tableau bord? Qu'est-ce que vous regardiez ou que vous aviez en permanence à l'esprit pour mener la boutique? Bonsoir, ou bonjour. Alors, quand vous m'avez proposé de venir, je me suis dit, mais bon, vis-à-vis du théâtre, qu'est-ce qu'on peut croiser? Déjà, le fait d'être Croix-Roussien, c'est quand même une grande chose. Mais surtout, pour répondre à votre question, Bernard, je crois qu'on a les mêmes soucis. Vous voulez remplir votre théâtre, parce que vous avez des critères économiques à satisfaire. Moi, je remplis mon carnet de commandes. C'est exactement la même chose. Et en effet, nous aussi, dans l'industrie, on a de plus en plus du court terme. De plus en plus, on doit anticiper le besoin du client pour le satisfaire. Et ils zappent. Et même, raconter une anecdote symbolique, on fabrique quand même encore, bon an, mal an, 1 petit million de voitures automobiles en France. Les constructeurs automobiles ne sont pas foutus 8 jours à l'avance de savoir ce qu'ils vont fabriquer. C'est la veille qu'ils vous disent, livrez-moi 12 402 juin, et pas 12 413, hein, attention, parce que sinon on est mauvais. Voilà, donc on est dans le même contexte. Regard croisé, oui, mais je crois qu'on va beaucoup croiser les mêmes problèmes. L'immédiateté, c'est quelque chose, le court terme, c'est quelque chose qui vous habite. Le court terme, l'absence de responsabilité de l'individu. Donc on fait ce qui nous fait envie. On zappe. On a des copains qui vous invitent. Ah bah tiens, il y en a d'autres qui vous invitent après, c'est plus sympa. On y va et on annule. Voilà, bon. Allez, là j'attaque un petit peu le monde. Je reviens quand même, votre entreprise, on va parler un petit moment Tecné, on parlera après de votre activité d'aujourd'hui. C'est une entreprise de création, de fabrication de joints, entre autres pour l'automobile. Je reviens sur ce mot de Tecné, parce que là aussi, il y a peut-être une passerelle par rapport à Jean Lacornerie. Tecné, qu'est-ce que ça signifie? Oui, alors déjà, je voudrais dire, s'il y en a qui ont une inquiétude, fabrication de joints industriels. Oui, on ne fume pas la moquette. Non, parce que des fois, bon... Donc, on va être clair là-dessus. Tecné, donc pourquoi avoir choisi cette appellation? Pourquoi avoir choisi ce nom? Alors déjà, c'est pas moi qui l'ai choisi, j'ai eu une bonne muse qui me l'a choisi pour moi. En fait, ça veut dire art et technique. En gros, Napoléon, hein, c'est Napoléon qui a fait la coupure. Avant, les ingénieurs étaient des artistes et les artistes étaient des ingénieurs. Donc, il n'y avait qu'un mot grec qui s'appelait la techné. Enfin, il n'y avait pas le là devant. Ça voulait dire art et technique. Et c'est en ça que ça m'a plu, parce que je n'avais pas l'envie de faire quelque chose de trop artistique, parce que je n'en avais pas les compétences. Mais je ne voulais pas faire non plus quelque chose de trop technique, parce que la technique, très vite, ça peut devenir embêtant. Voilà. Donc c'était ce plaisir de jouer sur les deux tableaux. Et puis ce respect pour les grands quand même, hein, tous ceux les Michel-Ange, etc., qui étaient des ingénieurs avant d'être des artistes. Et à l'inverse, pour vous, Jean Lacornerie, dire du théâtre que c'est une entreprise culturelle, c'est une appellation que vous acceptez ou qui oui, bien sûr. C'est une entreprise culturelle, mais c'est une entreprise, le théâtre, enfin, en France, heureusement d'ailleurs, bénéficie. Enfin, il y a ce qu'on appelle le théâtre public et le théâtre privé. Et le théâtre de la Croix-Rousse, c'est un théâtre public, c'est-à-dire qu'il reçoit des subventions pour permettre aux spectateurs de venir voir des spectacles à un tarif raisonnable. Voilà. Donc c'est une entreprise qui est aidée. Voilà. Nous ne sommes pas complètement dépendants de la recette. Heureusement pour nous. Voilà. Mais cela dit, la recette est pour nous un élément important, et financier d'ailleurs, bien sûr. Cette dépendance, je ne sais pas comment l'appeler, dépendance ou indépendance par rapport à la recette, aux subventions, vous le vivez bien? Ça fait partie de l'équation de votre modèle économique, parlons d'un modèle économique, ou bien il y a des moments où vous rêveriez de vous affranchir, d'aller quémander? J'utilise le mot quémander qui est lourd. Vous voulez dire les subventions? Oui. Non, ça me gêne pas d'aller quémander des subventions, parce que ça me paraît, je trouve absolument normal qu'on donne de l'argent. Donc c'est pas quémander, c'est aller. Voilà, pour moi c'est absolument évident, et on n'en donne pas assez, et c'est ridicule. Les budgets culturels sont minables. Bon, voilà, c'est comme ça. Enfin, pour moi, c'est pas du tout un problème. C'est une chose qui doit se faire. Après, la dépendance à la recette, elle me paraît, nécessaire. C'est-à-dire qu'un théâtre, c'est fait pour du public. Donc, si on n'est pas
enfin, si on n'est pas lié fondamentalement avec le public, on ne fait pas de théâtre. Voilà. On peut faire autre chose. Hein. Il y a des entreprises culturelles qui ne font peut-être pas ça, mais le théâtre, c'est fait pour que le public le voit. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des jours où je rêverais que ne pas. Enfin, voilà, ça dépend des jours. Il y a des jours où je trouve que c'est très stimulant, qu'il faille remplir la salle. Il y a des jours où je me dis, bon, quand même, il pourrait venir, quoi. Lorsque vous travaillez sur la programmation, j'aimerais savoir jusqu'où ça va ce principe de réalité. La semaine prochaine, on aura du Brecht. Brecht, c'est pas considéré comme les Guignols de l'info. Hein. C'est du costaud et c'est du lourd. Hein. Est-ce que quand vous faites votre programmation, vous dosez avec cette idée de dire, bon, on va cartonner avec un spectacle qui va faire venir foule, et puis on va avoir quelques spectacles où là, on sera peut-être à l'étiage. Vous avez ce souci, effectivement, de dire, j'amortis. Oui, effectivement. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est pas une science exacte, donc ce qu'on prévoit n'est pas toujours ce qui arrive. Mais effectivement, il y a des spectacles sur lesquels on se fixe des objectifs plus ou moins élevés en termes de remplissage. Il y a des choses, je sais très bien que ça ne va pas forcément faire venir autant de monde que là, pour ce spectacle-là, c'est un pari, on le joue 10 fois, il faut qu'on trouve 5000 spectateurs. Voilà. Et d'autres spectacles, comme le spectacle des Belges que vous avez vu la semaine dernière. Les Belges. Voilà, où on les a fait venir 3 fois, et c'était une erreur, parce qu'en fait, on aurait pu le faire beaucoup plus. Là, c'est intéressant, il y a une prise de risque sur, j'allais presque dire, on pourrait raisonner en termes de marketing ou de gestion, prise de risque. Vous regrettez de ne pas avoir programmé 2, 3, 4 jours de plus? Vous auriez rempli la salle? Oui, je pense. Oui. Damned, vous êtes passé à côté d'une pépite, là. Ah oui. Oui. Ça vous est arrivé aussi dans des choix d'activités, de produits ou de recherche, de dire j'investis combien, un peu beaucoup? Constamment, oui. Quand on lance des nouveaux produits, on a cette même démarche. C'est le retour sur investissement. C'est un mot un peu barbare. Oui, je fais ça, mais qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que j'aurai les clients pour? Exactement comme vous. Est-ce que je retrouverai mes billes en termes financiers? Bien sûr, c'est le risque industriel, ça. Si ce n'est que vous aviez peut-être plus d'éléments d'appréciation, d'anticipation, des études de marché, sans doute plus difficiles? Non, je ne crois pas qu'on ait beaucoup plus. Enfin, là, je vais parler au titre du réseau Entreprendre. Donc, le réseau Entreprendre, pour ceux qui ne savent pas, c'est un réseau de en gros 7000 chefs d'entreprise qui ont pour vocation d'aider des créateurs d'entreprises. Donc on touche surtout un tissu de PME et d'ETI. On a quelques ETI, c'est celles qui ont bien réussi. Malheureusement, en France, on a du mal à les faire passer de PME à ETI. Hein, il suffit de lire les journaux. Donc non, dans une PME ETI, bien sûr qu'on fait des études de marché, mais elles sont relativement sommaires. Il y a un feeling. Et parfois, on se trompe. Hein. En effet, on lance des produits qui ne marchent pas aussi bien qu'on voudrait. Donc cette part de feeling, elle vous est commune aussi, de repérer ce qui peut fonctionner. Pourquoi une pièce de théâtre va bien marcher, pourquoi elle a moins bien marché? Pas toujours facile à savoir. Hein. Pourquoi des joints, on va les vendre aux États-Unis, puis on ne va pas les vendre? Ah oui, on ne sait pas. Pas toujours. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir effectivement des spectacles qui n'ont pas recueilli la faveur du public, mais dont vous dites « ça fait rien, je voulais l'avoir chez moi et j'en suis fier, même si la salle était à moitié vide ». Absolument. Je pense que de toute façon, pour qu'un théâtre puisse progresser, il faut faire des choses difficiles. Il ne faut pas toujours faire des trucs qui vont marcher. Et c'est pas parce que la salle va être à moitié vide que ça se passe pas bien. Ce qui compte, c'est que la moitié de la salle qui est venue soit contente. Et qu'ils se disent « Ah, ça, on peut le voir à la Croix-Rousse ». Et voilà, tant pis pour ceux qui ne sont pas venus. Non, ça, il y a des choses qui... Parce que, au fond, le public, il faut lui proposer des choses qui ne soient pas forcément évidentes. Si on veut avancer, si on veut proposer... parce qu'il s'agit de théâtre, il s'agit d'art. Donc, il faut... Le goût du public, il est important, mais en même temps, il faut aussi le faire évoluer. Voilà, donc on ne peut pas faire évoluer ça si on ne prend pas de risque. Voilà. Et puis après, il peut y avoir des risques heureux, effectivement, et tout à coup, un truc qu'on pensait que ça ne marcherait pas, ça marchait très bien. Mais on ne pourra... Enfin, moi, je pense qu'un théâtre ne peut avancer que si il y a des fois où, effectivement, ce n'est pas évident. De toute façon, il faut qu'on tire par le haut nos produits. Qu'on soit dans le domaine du spectacle, l'industrie, le commerce, peu importe, il faut tirer vers le haut. Et tirer vers le haut, c'est prendre des risques. Vous êtes à la base
metteur en scène ou comédien, ou les deux? Alors, s'il faut, je crois que je dirais plutôt que je suis metteur en scène, même si j'ai été un petit peu comédien. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas là que, même si j'étais très content de jouer, ça m'amusait beaucoup, c'est peut-être pas là que c'était intéressant. Voilà. Qu'est-ce qui vous a séduit effectivement dans la mise en scène? En fait, si j'ai commencé à faire ça, c'est parce que je faisais du théâtre avec des amis, enfin comme tous les gens qui commencent à faire du théâtre, et que ça m'intéressait plus finalement de faire travailler les copains que de travailler moi-même, en fait. Voilà, enfin, si je peux dire ça comme ça. Vous n'êtes pas un peu C'est un corse? théâtre capitaliste. Voilà. Donc faire travailler les autres, oui. Oui, parce que c'est ça mon travail de metteur en scène. Mais un metteur en scène, c'est quelqu'un qui fait bosser les autres. C'est comme un chef d'orchestre, il va lever la baguette, et c'est pas lui qui va faire le son. Mais le metteur en scène, c'est ça. C'est pas moi qui vais jouer, c'est pas moi qui vais construire le décor, c'est pas moi qui vais faire la musique, etc. Mais il faut que je fasse en sorte que tous les gens qui vont participer au spectacle soient au meilleur niveau déjà et aillent dans un sens qui serait le mien. Alors justement, là, finalement, de metteur en scène à directeur d'un théâtre, il y a une filiation assez naturelle. Cette filiation, elle est française. C'est-à-dire qu'effectivement, en France, on a confié, et on confie encore, heureusement, les théâtres aux artistes, et particulièrement aux metteurs en scène. Il y a des tas de pays où on distingue beaucoup la fonction du metteur en scène, de celle de producteur, de celle de directeur de théâtre. Et c'est des métiers différents, en réalité. Moi, je dis souvent que je fais deux métiers, en fait. J'ai un double plein temps. J'ai le directeur de théâtre et le metteur en scène. C'est quand même pas exactement la même chose. D'abord, c'est pas le même temps, parce que le temps de la répétition, il n'est pas le même que celui du... la journée, elle se décompose. Quelquefois, effectivement, c'est le matin où je m'occupe du théâtre, et puis je commence à répéter à partir de 14h, et donc à partir de 14h, il faut que le théâtre tourne tout seul, parce que je suis en répétition. Et donc là, ça veut dire qu'il faut une équipe derrière qui soit là. Et donc pour moi, c'est très important. Et puis, c'est pas le même temps de maturation non plus. Voilà, un spectacle où on répète pour le temps des répétitions précises, c'est entre 5 et 6 semaines. Voilà, construire une programmation, construire un théâtre, c'est beaucoup plus long. Finalement, vous gérez une entreprise de combien de personnes entre les permanents et puis ces troupes qui passent chez vous? Alors, l'équipe permanente, c'est 26 personnes. En comptant tout le monde, y compris les gardiens, etc. Donc ça fait 26 personnes permanents. Après, il y a du personnel intermittent. Ce personnel intermittent, c'est les techniciens qu'on engage à chaque fois pour chaque spectacle en fonction de ce qu'on a besoin. Mais c'est grosso modo 5 ou 6 personnes qui vont travailler en plus. Voilà, ça c'est les gens que nous engageons, nous, le Théâtre de la Croix-Rousse. Et puis il y a les spectacles qui viennent, et donc ça c'est des équipes constituées qui sont, il y a les artistes, et il y a aussi des techniciens. On pourrait presque appeler ça, Georges, de la sous-traitance. Les équipes invitées qui viennent, ils arrivent avec un produit tout fait. Ah bien sûr. Pour être à la mode maintenant, on dirait de la co-traitance. Ah pardon, de la co-traitance. Oui. Voilà. Et puis, il y a aussi le personnel d'accueil, qui est un personnel qui... Et parlez-nous un petit peu, parce que là, Georges Fontaine nous parlera de ce qu'il a mis en place, et surtout la philosophie qui a été la vôtre pour organiser toute cette question d'animation, d'articulation, de fédération des équipes et des énergies. Il y a une chaîne de production au théâtre. Quelle est-elle? Vous faites travailler des gens qui ont des métiers très très différents. Comment quel est votre rôle dans tout ça? Alors... Si on parle de la fabrication d'un spectacle, oui. Ça se décompose, puisque là, du coup, j'ai la casquette du metteur en scène et du producteur, qui n'est pas exactement forcément celle du directeur. Voilà. Parce que le producteur, c'est celui qui tient à réaliser un projet, constitue l'équipe qui va le réaliser et trouve l'argent pour le faire. Donc ça peut prendre un certain temps. Si je prends l'exemple de la comédie musicale que je viens de monter qui s'appelle Bells Are Ringing, grosso modo, j'ai dû commencer il y a 3 ans à peu près à essayer de trouver les coproducteurs éventuels de ce spectacle, ces coproducteurs qui sont soit d'autres théâtres, soit des organismes qui sont chargés de coproduire des spectacles. Après, il y a aussi, dans cette phase-là, aussi toute la négociation qu'il y a sur les droits, puisqu'on monte une œuvre, donc il faut en acquérir les droits.
Ce qui peut être compliqué parce que c'est une œuvre américaine, donc du coup, les Américains sont particulièrement casse-pieds sur les droits. Même, enfin, c'est même un peu cinglé. Bref, c'est un autre chapitre. Vous aurez peut-être quelques anecdotes aussi sur le marché export avec les Américains. Hein. Voilà, et puis, appelez-moi l'avocat. Voilà, et puis après, il faut effectivement faire la distribution, choisir les collaborateurs qui sont nombreux dans le cadre d'une comédie musicale, puisqu'il va y avoir un décorateur, un costumier, un directeur musical, un éclairagiste, quelqu'un pour les maquillages et les perruques. Enfin, j'ai un nombre de collaborateurs énorme. Ça, c'est les gens qui vont travailler sur la fabrication du spectacle. Ouais. Plus les équipes techniques, la vidéo, parce que maintenant on utilise beaucoup la vidéo. Enfin bon. Donc ça, c'est... Voilà, il y a des gens qui vont venir pour fabriquer le spectacle. Puis après, le spectacle étant fabriqué, il y a ceux qui font l'exploitation, ce qu'on appelle l'exploitation, c'est-à-dire les acteurs et puis les techniciens nécessaires à l'exploitation qui vont partir ensuite en tournée avec le spectacle. Donc on constitue une équipe qui est autonome, autant les permanents du théâtre vont participer à la fabrication du spectacle, mais ils ne vont pas en assurer l'exploitation. Et c'est donc cette équipe autonome qui constitue un intermittent qui va partir ensuite sur les routes et monter, démonter, remonter, etc. le décor dans les 12 villes, puisqu'on aura joué dans 12 villes différentes. Si, Georges, à entendre ce que nous raconte Jean Corneille, moi j'ai mis à l'esprit la notion de management en mode projet. Vous vous sentez effectivement manager en mode projet ou c'est un jargon où vous dites mais un projet oui je vois bien ce que c'est. Comment est-ce que vous y étiez pris vous? Parce que vous avez quand même fait quelque chose d'assez inédit, la preuve rarement imitée, comme si ce que vous avez fait beaucoup peur. Racontez un peu cette organisation particulière de Tekné. Voilà, je vais aller très vite parce que sinon à 6 heures on est encore là. Non, en gros. Non, c'est quand même assez extraordinaire. Oui. Non, moi, en gros, j'ai un parcours un peu particulier. Sans revenir sur moi-même, j'ai eu la chance d'avoir 20 ans, allez, un petit peu plus de triche en 68. Pour les plus anciens, vous vous rappelez ce que voulait dire 68 au point de vue idéologie. J'ai eu la chance d'avoir un père syndicaliste, et le rôle du père est important. Et j'ai eu la chance de passer par le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, dans les années 76-80, excusez-moi, ça remonte bien sûr, mais vous n'y êtes pour rien et moi non plus. Donc une période où on a pu beaucoup réfléchir sur la répartition de la richesse, à quoi ça sert une entreprise. J'avais la chance d'être dans des groupes de travail où il y avait Christian Boiron, Christian Lacroix, enfin, etc. Et tout ça a fait que j'ai secoué un petit peu mes 3 idées dans un sac et j'ai voulu faire une entreprise utopiste, mais d'une utopie réaliste, où l'homme était vraiment au centre de l'entreprise et où la réalisation de l'homme était mon objectif premier. Et l'homme, bien entendu avec un grand H, puisque je ne fais pas la différence entre les femmes et les hommes, ayant plus de femmes avec moi que d'hommes. Voilà, donc une entreprise utopiste où la propriété, par exemple, des bâtiments appartiennent aux salariés, où il n'y a évidemment pas de pointeuse, parce que la gestion du temps... Je ne sais pas comment vous faites, vous, mais moi, voir quelqu'un la tête devant un ordinateur, je suis incapable de savoir s'il travaille, s'il pense à sa petite copine ou s'il pense au match de football l'OL Saint-Étienne. Donc la notion de temps, pour moi, n'a jamais eu d'importance. La seule notion, c'est la capacité intellectuelle à produire un produit. Donc pas de notion de temps, la liberté totale, c'est un peu l'auberge espagnole, on entre, on sort, mais peu importe. Combien de salariés, dites-nous ? Le petit groupe fait 350 personnes maintenant, et ça fonctionne toujours. Alors évidemment, au début, on m'a dit « Oh, ton truc, ça marche parce que vous êtes 5 ». Bon, d'accord. Les petits patrons, je suis un peu critique vis-à-vis des petits patrons. Après, on m'a dit, oh là, tu vas voir, quand tu vas passer le cap des 50, alors là, c'est dramatique, tu vas avoir des syndicats, alors là, c'est foutu. Bon, on a passé le cap des 50 et ça se passe toujours bien. Voilà, une recherche de liberté permanente pour que l'individu se développe, se grandisse. Moi, je suis un adepte d'Albert Jacquard. On grandit grâce aux autres. Et donc, voilà, c'est un peu cet esprit, cette philosophie seulement que j'ai mis en plaque. Une hiérarchie très très courte. Oh bah, c'est affreux la hiérarchie. Ça fout en l'air l'initiative. Il ne faut pas de hiérarchie. Et une information énorme sur la marche. En fait, c'est un management. Moi, je crois que je suis incapable de diriger, franchement. Donc c'est plutôt une gestion par le pourquoi. Pourquoi on se lève le matin? Pourquoi on va faire ça? Pourquoi? Et non pas le comment. Le comment, c'est l'opérateur qui le sait. Vous n'avez pas à expliquer à votre... celui qui s'occupe des lumières, là, l'éclairagiste,
ce qu'il va faire. Mais vous allez lui dire pourquoi il faut faire quelque chose. Mais pas comment, c'est lui qui le sait. Voilà, donc c'est tout simplement ce management avec le respect des autres et de leurs compétences. C'est tout simple. Ce qui est surprenant, c'est que vous avez été visité par des kyrielles de vos confrères et votre modèle n'est pratiquement pas reproduit tellement il fait peur. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux de le dire, ça commence. Ah, il a fallu 30 ans. Mais vous savez, en France, il faut du temps. On dit qu'il faut toujours une génération. Bon, une génération, c'est 25 ans. Donc finalement... Alors ça commence par le biais de ce qu'on appelle maintenant la RSE. Hein, l'engagement sociétal des entreprises. Ça y est, c'est parti. Ça va bientôt devenir un critère de sélection des marchés. L'engagement sociétal. Ben, finalement, c'est ça. Hein. C'est ce qu'on a mis en place petit à petit, gentiment, à notre façon. Est-ce que vous avez peut-être, alors je me pose toujours la question, dans une entreprise culturelle, on imagine que viennent une entreprise culturelle des profils particuliers, des gens qui justement n'ont peut-être pas choisi au départ et ils ont peut-être tort d'aller chez Techné. On veut travailler dans le culturel. Est-ce que ça veut dire que vous avez la chance d'avoir une sorte de communauté peut-être plus soudée sur un projet, sur un type d'activité? Vous sentez ça comme un atout pour votre job de directeur? Oui, certainement. Je pense que travailler dans un théâtre, enfin bon, après ça dépend des théâtres, mais parce que justement j'en ai visité un certain nombre là, dans cette tournée. Il y a des fois où on se demande un peu pourquoi les gens sont là, mais dans la plupart du temps, il y a une passion pour le théâtre qui est commune, voilà, qui est commune à la personne qui fait la billetterie et aux machinistes sur le plateau. Il y a quelque chose qui a fait qu'on a voulu être là parce qu'on aime le théâtre. Voilà. Et donc cette chose-là est partagée. Voilà. Et qui permet certainement aussi aux gens de s'investir plus. Voilà. Peut-être trop d'ailleurs quelquefois. Ah ouais. Voilà. Dites-nous, vous venez d'évoquer très rapidement, j'aimerais y revenir, vous voyez d'autres théâtres, vous tournez, vous sentez effectivement un état d'esprit en termes de j'allais dire management, d'esprit maison, de culture. Il y a des théâtres qui boostent, et des théâtres où on sent que c'est plus rugueux. Oui, eh ben, on parlait de hiérarchie. Je pense que les théâtres où il y a beaucoup de hiérarchie génèrent de la frustration, c'est sûr. Il y a des lieux où vous n'iriez pas travailler? Non, je ne dirais pas ça, parce que je pense qu'il y a toujours moyen de trouver une manière de s'inscrire là-dedans. Donc il n'y a pas de théâtre qui me fasse peur, non. J'ai travaillé à la Comédie Française, donc j'ai commencé pratiquement là. Donc dans le genre hiérarchisé, on ne fait pas mieux. Donc c'est quand même un endroit aussi où les gens sont passionnés. C'est pas complètement incompatible. Après quelquefois, enfin ça dépend, mais bien, quand même. Mais j'ai l'impression quand même que là où ça se passe bien, c'est effectivement là où les questions de hiérarchie sont quand même les moins fortes et où il y a un désir commun de réaliser le spectacle qu'on est en train de faire. Voilà. Quel est votre coup de patte personnel? Vous êtes à la tête du Théâtre de la Croix-Rousse depuis... C'est la 3e année? C'est la 3e saison, oui. 3e saison. Qu'est-ce qui fait dire il y avait un état d'esprit de votre prédécesseur? Aujourd'hui, il y a Jean Lacornerie qui passe. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on puisse dire de votre passage? Je ne vous vois pas déjà parti, hein, rassurez-vous. Mais quelle est l'empreinte que vous voulez laisser en tant que directeur du théâtre? C'est quelque chose une question que vous vous posez? Non. Non, parce que je n'ai pas de regard en arrière. Je suis plutôt à essayer de réfléchir à ce qu'on va faire. Et on verra bien qu'est-ce que ça aura produit. Moi, il faudra partir, mais je ne suis pas du tout dans cette idée-là. Non, je ne pense pas à ça. Ce que j'essaye, effectivement, c'est que le fait d'être venu travailler à la Croix-Rousse partait d'un projet que j'ai essayé de faire partager aux tutelles de ce théâtre, qui sont la mairie de Lyon principalement, enfin l'État aussi, beaucoup, la région, le département qui est en train de disparaître. Ce projet, il consistait à dire qu'il y avait un théâtre dans ce quartier de la Croix-Rousse qui était un théâtre qui proposait une programmation populaire, et qu'il fallait trouver une réponse à ce mot populaire. Voilà. Et qu'il ne fallait pas faire du populisme, évidemment, mais il fallait trouver une manière de trouver quelque chose d'assez joyeux, quelque chose de convivial. C'est ça que j'essaye de faire à la Croix-Rousse. Voilà. Et ça passe beaucoup par des spectacles musicaux pour l'instant, mais ça pourrait aussi prendre d'autres formes. Georges, je voudrais te parler d'Albert Jacquard, et je vais revenir à la musique dans un instant. Quelles sont vos sources? Alors,
je ne sais pas si on peut appeler ça une sorte d'humanisme. Qu'est-ce qui effectivement vous apporter, d'où viennent vos aspirations dans votre vie professionnelle? Jacquard, vous l'avez cité? Oui, j'ai parlé de Jacquard, j'ai parlé de mon père, j'ai parlé d'autres. Moi, je pense que je suis un enfant de cet humanisme lyonnais qui est très fort. Humanisme lyonnais qui est quand même une double composante. Humanisme religieux, bien que je sois personnellement athée, et humanisme laïque. À Lyon, on a quand même ce point fort de cet humanisme à double tête, si on peut dire, et qu'on retrouve chez beaucoup de chefs d'entreprise. Parce que, bon, ce que j'ai souhaité faire et qui marche pas mal, puisque, bon, on grossit, mais ça existe dans beaucoup d'entreprises. Il suffit de gratter un petit peu. Le problème, et là, il y a quelques journalistes, alors je vais être extrêmement prudent. Le problème aujourd'hui, c'est que les médias, pour gagner leur vie, vous vendent de la soupe des mauvais. On ne regarde que les affreux du 440 qui s'en foutent plein les poches, et surtout quand ils ont bien tout raté et qui partent avec des retraits de chapeau. C'est ce qui fait à vendre du papier. Mais il ne faut pas oublier qu'on a la chance d'avoir un tissu, et en Rhône-Alpes particulièrement, un tissu de PME remarquable, avec une vraie éthique, avec des vrais fonctionnements. Rappelons-nous un chiffre. La moyenne des salaires des patrons français est de l'ordre de 4 000 €. C'est quand même pas des escrocs. Donc on a la chance d'avoir un tissu industriel remarquable. Et j'insiste, en Rhône-Alpes, entre autres. Voilà, donc c'est un peu cette source-là, cette envie de partage, tout simplement, mais qui existe, heureusement, beaucoup. Une force de conviction. Et pareil pour vous, ce projet partagé, vous le sentez avec vos différents collaborateurs, avec les comédiens? Vous sentez effectivement qu'il y a une sorte d'adhésion autour d'un projet, de conviction? Oui. Là, c'est peut-être plus l'équipe permanente du théâtre qui va partager cette idée, parce que les comédiens, ils passent, en fait. C'est donc on va être à fond comme ça pendant un moment, et puis ensuite, ils vont aller faire autre chose. Et je trouve ça très bien, d'ailleurs. Je trouve que la question de l'intermittence donne une grande liberté artistique. Je suis pas tellement pour les troupes permanentes. Mais bon, donc les gens qui travaillent effectivement au jour le jour dans le théâtre, ce sont plutôt les gens l'équipe permanente, c'est l'équipe technique, c'est l'équipe administrative, et puis la communication, les relations publiques, etc. Et ça, c'est effectivement, là j'ai de la chance, c'est pas toujours dans tous les théâtres, j'ai le sentiment effectivement que cette idée est partagée par l'équipe et qu'ils ont envie de le défendre. Et d'ailleurs, ça ne marcherait pas s'ils ne le défendaient pas. Est-ce que vous êtes formé je veux dire, la mise en scène, ça vous a appris l'animation d'équipe, mais à la direction de théâtre, est-ce qu'il y a des aspects de gestion, de management, sur lesquels vous êtes allé volontiers ou peut-être un petit peu à reculons? Quelle est votre formation de base? Ma formation est littéraire à la base, mais oui, mais j'ai appris petit à petit, parce qu'en fait, j'ai pas été directeur tout de suite, quoi. Donc, j'ai d'abord été, effectivement, quand j'ai commencé à travailler dans un théâtre, j'étais assistant à la mise en scène d'un grand metteur en scène qui était Jacques Lassalle, et avec lui, j'ai appris un peu chaque poste, enfin, du métier, aussi bien la production que la communication, parce que quand je disais que j'étais à la Comédie Française, j'étais secrétaire général, donc je m'occupais de la communication du théâtre. Donc voilà, j'ai toujours voulu, au fond, comprendre comment fonctionnait J'ai des amis qui sont metteurs en scène qui ne veulent absolument pas savoir comment ça marche. Ils veulent arriver sur le plateau, répéter, et puis il y a du public, il n'y a pas de public, il y a de l'argent, il n'y a pas de l'argent, ils s'en fichent. Ils font avec ce qu'on leur donne et basta. Bon. Moi, j'ai toujours voulu comprendre comment ça marche et faire en sorte que ça puisse bien marcher. Voilà. Bon. Et puis surtout, trouver comment ça peut bien marcher. Parce que je sais très bien que sur le plateau, quand je suis metteur en scène, il faut que derrière ça marche bien, sinon je peux pas travailler. Voilà. Et que les décisions qui sont prises, les toutes petites décisions qui sont prises au jour le jour, elles auront une conséquence après sur l'activité artistique. Parce que ce qui est terrible dans un théâtre, c'est que l'argent qu'on a pour produire, c'est l'argent qui reste une fois qu'on a payé tout le reste. Et c'est terrible ce qui se passe, parce que c'est une variable d'ajustement. Et ce qui se passe en ce moment est grave, parce que c'est ce qu'on appelle nous la marge artistique. Cette marge artistique, elle se réduit. Marge artistique. Voilà. Oui, la marge artistique, c'est on a un théâtre, on a du personnel, on a des charges de fonctionnement, et on doit payer tout ça. Bon, et une fois qu'on a payé tout ça, qu'est-ce qui reste?
c'est avec ceux qui restent qu'on va pouvoir produire des spectacles, acheter des spectacles. Voilà. Et ça, évidemment, comme nos subventions n'augmentent pas, eh bien, en fait, la charge, les charges de fonctionnement, elles augmentent. De toute façon, les salaires augmentent, les coûts, les chauffages, etc., etc. Donc, du coup, cette marge, elle se réduit. Et donc, il y a de moins en moins d'argent pour produire. Et ça, c'est pas seulement à la Théâtre de la Croix-Rousse, c'est partout. Et il y a en ce moment un très gros frein qui est mis sur la production en France. Et c'est grave. C'est grave. Cet aspect-là ne vous mange pas la partie de vous qui est artiste? Vous ne êtes pas rattrapé en permanence par ces questions de gestion? Ça n'obère pas votre liberté de metteur en scène? Vous arrivez à faire la part des choses? Non, je dirais plutôt que ça me stimule pour essayer de trouver, trouver une autre manière de produire, une autre manière de faire, pour qu'on puisse continuer à faire du théâtre, tout simplement. Est-ce que vous évoquez effectivement ce double regard gestion, mise en scène? Ce double regard, il me ramène au réseau Entreprendre, dont je suis maintenant responsable au niveau de Rhône-Alpes, et où on a les mêmes problèmes. C'est-à-dire que pour aider la création d'entreprises, on a besoin de subventions. Le principe du réseau Entreprendre, il est très simple. Le fonctionnement, c'est les chefs d'entreprise qui prennent dans leur poche pour payer et la gratuité totale de leur acte. Mais à côté de ça, quand on veut aider une création d'entreprise, on fait des prêts d'honneur aux créateurs. Et il faut qu'on aille chercher l'argent. Et en effet, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, que ce soit au niveau régional, fédéral, etc., de mobiliser plus d'argent qu'avant. Alors, ça se comprend d'une certaine façon, hein, pourquoi pas, hein, c'est la notion de la politique générale de l'État, on n'y peut rien, mais ça devient un vrai souci quand on veut garder une certaine indépendance. Ça devient un vrai souci de collecter cet argent qui est de plus en plus rare. Et pour la création d'entreprise, moi je parle pour mon église, vous avez parlé pour votre théâtre, c'est deux églises un peu différentes, mais en général elles étaient assez côte à côte dans les villages. Et voilà, il faut qu'on trouve l'argent qui est de plus en plus rare. Et comment faire pour rester créatif? C'est-à-dire que si on veut créer de l'entreprise comme créer un nouveau spectacle, il faut de l'argent. Et on a du mal à le trouver maintenant, en ce moment, oui, c'est vrai. D'autant plus que, je ne sais pas, je suis dans votre domaine, mais dans le nôtre, les banques sont loin d'être généreuses. Bien qu'on en dise, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour un créateur de mobiliser des crédits lorsqu'il n'a pas 3 bilans, lorsqu'il n'a pas prouvé qu'il avait tant de revenus, non pas potentiels mais réels, enfin, etc. L'adage « on ne prête qu'aux riches », en ce moment, il est à fond la caisse. Hein. Ben là, effectivement, il faudrait parler de la difficulté qu'ont les jeunes à commencer dans le métier. C'est effectivement, c'est de plus en plus difficile, mais ça c'est aussi parce que il y a peut-être beaucoup de gens qui veulent faire du théâtre, ce qui est très bien. Moi, je pense pas du tout qu'il faille restreindre l'accès, tout ça. Enfin, mais du coup, il y a quand même, étant donné que ce que je disais, la production est de moins en moins riche, eh bien forcément c'est de plus en plus difficile de commencer. Et donc on demande effectivement aux jeunes qui commencent aujourd'hui des choses qu'on ne demandait pas quand on a commencé. C'est-à-dire effectivement d'avoir fait 3 spectacles, alors qu'ils ont voilà, et ça, oui. On va demander, avant de pouvoir même prétendre à une subvention, il faut avoir fait au moins 3 spectacles. Mais avec quoi? Bon, cela dit, et il y a beaucoup de jeunes dans cette ambiance, surtout ne vous découragez pas, hein, il y a des solutions. On les trouvera. Ah, bien sûr, de toute façon, ouais. Quel est, Georges Fontaine, pour vous, l'intérêt de la culture générale dans la vie d'une entreprise? Peut-on être patron et être totalement à côté du monde de la culture? On en connaît 2 ou 3 comme ça à Lyon. Est-ce que c'est une plus-value ou est-ce qu'au contraire ça peut handicaper? Quel est votre sentiment de l'intérêt d'être cultivé? Un Américain me dirait, mais qu'est-ce que vous venez de nous ennuyer avec une question qui n'a rien à voir là? Oui, bon, heureusement, on est plutôt lyonnais, voire même croix-roussien. Alors, pourquoi la culture? Alors déjà, je pense que... Alors, je vais prendre l'aspect commercial, déjà, pour commencer. Si on veut que notre pays continue à être un lieu comme agréable à vivre, il faut qu'on se remue un petit peu et qu'on aille le vendre ailleurs, à l'extérieur. Il faut exporter. À l'export, on a une chance extraordinaire, et dans cette salle, j'ai repéré quelques exportateurs, c'est que l'image de la France, c'est la culture. Donc il faut qu'on développe notre culture.
Il faut qu'on développe notre drapeau. Il ne faut pas qu'on le mette un élément de notre marque, plié dans la poche. C'est notre culture. Bon, ça, c'est l'aspect un peu, j'allais dire un peu mercantile, mais ô combien important si on veut que notre pays continue à être sympa à vivre. La deuxième raison, moi je suis convaincu que l'individu a besoin de deux choses essentielles. Le salarié, on va parler de ceux qui ont une feuille de paye, les chanceux qui aujourd'hui ont une feuille de paye. En fait, il faudrait faire deux feuilles de paye. Il en faudrait une qui soit celle qu'on reçoit et fiscale, où en général le salarié regarde tout de suite en bas à droite ce qui va lui rester en fin de mois. Ça, bien entendu, il faut le garder, on n'a pas le choix. Mais moi, je suis pour militer pour une deuxième, qui est la valorisation du travail, la qualité du travail, le respect du travail, comment les gens ressentent leur rôle dans la société. Et c'est ça l'engagement sociétal, c'est-à-dire qu'on ait une valorisation du bien-être au travail et du bien-vivre au travail. Et ça, à mon avis, ça passe par la culture économique et culture tout court. On appelait autrefois les humanités. C'était une sorte de background, de connaissance. Je ne voulais pas trop utiliser ce mot parce qu'on a déjà parlé d'humanisme, mais c'est tout à fait les humanités. Tout à fait. On peut tous s'autoriser ici, même parler d'humanité. Voilà. Est-ce que vous avez de temps en temps effectivement le sentiment qu'entre votre monde de la culture, le monde de l'entreprise, on est sur des planètes différentes, ou vous vous sentez complètement dans le monde, je dirais, aussi économique et pas que culturel ? Non, je crois qu'on est. Moi, je me sens pas hors du monde. Enfin, quelquefois, j'ai besoin d'être hors du monde, parce que voilà, j'ai besoin de m'isoler. Pour la création, par exemple. Voilà, oui. Mais pour le reste, non, je me sens pas hors du monde. Et je pense que les théâtres ne sont pas hors du monde du tout. En plus, on peut faire des tas de choses dans les théâtres. On peut aussi parler de sujets importants. Ça, c'est une chose que l'on mène avec la Villa Gilet, par exemple. On fait des débats à la Croix-Rousse. Et on peut voir qu'il y a énormément de public qui a envie de parler d'un certain nombre de choses. Donc non, on n'est pas du tout hors du monde. Et puis, je pense en plus que les spectacles sont des choses qui sont des reflètes complètement, sont une réponse à ce monde dans lequel nous vivons. Mais après, effectivement... Et s'agissant de culture, puisqu'on parle de ça, on peut s'interroger, c'est vrai, sur la culture du public. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce qui parle au public et comment finalement on peut aider à ça, ou on peut constituer une certaine culture du public. Et c'est cette idée que j'ai essayé de défendre au début, d'essayer d'un peu pousser le bouchon, et pas toujours aller vers des choses trop faciles. Et là, effectivement, c'est compliqué, parce que bon, il y a des choses très lourdes, comme la télévision, qui vont vraiment dans un autre sens. Voilà. Et alors, par exemple, il y a une manière de faire, c'est de ne pas regarder du tout la télé. D'ailleurs, il paraît que maintenant, plus personne ne la regarde, donc tant mieux. Mais voilà, ça, dans ces cas-là, j'ai envie effectivement de ne pas trop regarder ce qui se passe. On va poursuivre avec vous cet échange. Dernier élément, la musique, c'est pour vous une clé d'entrée importante dans le spectacle. Dites-nous un peu ça, le rôle de la musique pour vous dans le théâtre. Est-ce que ce ne serait pas une marque, Jean Lacornerie, par rapport aux prédécesseurs? Oui, absolument, oui. Je pense que la musique apporte une émotion que le théâtre parlé, dramatique, ne peut pas apporter. Quelque chose de plus immédiat, de plus émouvant peut-être quelquefois, et que c'est une manière de pouvoir communiquer avec le public qui est généreuse, belle, forte, voilà. Et que je crois que le théâtre a besoin de la musique. Oui. Je pense ça. Donc c'est pour ça, dans la programmation, il y a relativement souvent un apport musical dans vos spectacles. Oui. Dernièrement, Georges Fontaine, l'art, la culture, vous l'avez fait entrer dans votre entreprise, dans vos entreprises? Alors ça serait prétentieux de répondre oui, mais on essaye. De quelle manière? Alors on essaye partout par des petites choses. Vous savez, de toute façon, on ne fait pas avancer le monde par des grands pas, on le fait avancer par des petits pas. Par exemple, la machine à café est importante. La machine à café, c'est là où tout le monde, au moins, passe une fois par jour, discute.
Bon, ben, le journal qui est là, c'est pas l'Équipe, c'est les Échos. Si on veut que les gens comprennent un peu l'économie, il faut leur donner quelques outils. Puis ben, en expliquant, etc. Chez nous, tous les bénéfices sont partagés. Hein, un tiers, un tiers, un tiers. Bien avant qu'un petit président, par la taille, je ne me permettrai pas d'autres jugements, hein, nous le dise. Donc nous, depuis 30 ans, on le fait. Mais pour que ça marche, il faut que les gens savent ce qu'est un compte d'exploitation. Si vous dites on va partager les bénéfices, ah bon, très bien. Mais quoi les bénéfices? Vous ne leur expliquez pas dans le détail, à longueur de temps, comment on gère une entreprise, comment on fait un compte d'exploitation, comment on partage les bénéfices. Voilà, il faut l'expliquer. Donc c'est ça, c'est des petites choses, beaucoup de il faut rabâcher. Hein. Il y a ma fille qui a pris la suite là dans l'entreprise. Il y a quelques semaines, me dit, oh, disons, je passe 30% à rabâcher. Ben, je dis oui, c'est ton métier. Il faut rabâcher, hein, faire passer les idées, puis il faut y aller, quoi. Voilà. Donc c'est un peu par des petites une sorte de pédagogie. Voilà. On a décidé pour donner du sens, parce que toujours pareil, il faut que le matin on se lève pour dire je vais aller bosser, qu'est-ce que je vais faire. Bon, alors on s'est fixé quelques grands objectifs. Quand on arrive à un résultat économique, eh ben on décide, là on avait décidé tous ensemble de partir en Chine. Bon, donc on est tous partis. À combien ? On est parti à 130, 140, je crois. Les salariés, leurs conjoints, les pacsés, on n'a pas d'a priori, hein, etc. Voilà. Maintenant, ça serait même des couples, carrément, hein, ça serait même plus des pacsés, hein, donc ça ne change rien. Voilà, donc on est tous partis en Chine, on a été faire un tour, voir l'usine, pour que les gens se rendent bien compte aussi, alors ça je m'en suis rendu compte après, que l'usine chinoise n'est pas en compétition avec nous, c'est un complément. Après, on est parti en Grèce, parce que comme techné est un mot grec, on a dit, bah, tiens, on va en profiter pour aller remonter aux sources. Donc on s'est fixé des objectifs, et puis au fur et à mesure que nos objectifs avançaient, sur une grande carte, on mettait un petit bateau pour faire le tour des îles grecques. Puis il y a des fois, manque de chance, ça reculait. Alors là, je vous dis, le moral des troupes, là, il tombe dans les savates. Là. Alors le lendemain matin, on repart dans l'autre sens, ouais, etc. Et puis le dernier voyage qu'on a fait, c'est un voyage humanitaire. On s'est dit, bon, maintenant on s'est fait plaisir. On a été voir la Grande Muraille, super. On a été voir les îles, alors je ne me souviens plus leur nom, mais tout aussi belles en Grèce. Maintenant, on va peut-être faire quelque chose d'autre. Donc on est parti faire des voyages humanitaires. Voilà, on en avait fait plusieurs. Moi, je faisais partie d'un. On a été replanter la mangrove. Sur un lac. Il n'y avait plus de mangroves là-bas au Bénin, donc on était replanté des mangroves. Voilà, je veux dire, une entreprise, c'est fait pour ça aussi, il faut donner du sens. Aujourd'hui, le rôle d'un patron, c'est de sécuriser tous les matins, parce que à force d'écouter BFM et de lire le journal, y compris le Progrès, ça ne vous donne pas le moral. Hein. Donc après, pour peu qu'ils aient lu le journal le matin en allant boire leur café au bistrot du coin, il faut ramer pour remonter l'équipe. Là. Donc sécuriser. Et 2, et c'est là qu'on se rejoint, faire rêver. Le rôle d'un patron, c'est de faire rêver. Rêver à un futur meilleur. Et le futur, c'est déjà la journée. Voilà. Mettez la barre, mine de rien, sacrément haut, hein. Merci. Oui, mais depuis qu'on a un champion qui a sauté 6 mètres, je ne sais pas combien, on a l'habitude. On a parmi nous tout ce qu'il faut pour que les patrons mettent la barre aussi à ce niveau-là, au lieu de se plaindre sur le CICE machin, sur le... Voilà. Comme dirait un Belge fameux d'aujourd'hui, nous sommes formidables. Hein. Allez, c'est à vous. Quelle ouverture. Je vous demande de vous présenter chaque fois pour qu'on comprenne votre point de vue. Allez-y, le micro va vous arriver, sinon... Voilà. Merci. Ici. Bonjour, Isabelle Servet, je viens du développement économique, pour faire court, de l'animation de filière. Et j'avais une question pour Georges Fontaine. Je voulais savoir comment se transmettait la culture que vous avez brièvement développée, que vous avez réussi à implanter dans votre entreprise. Vous avez eu cette problématique de transmission. Bon, en l'occurrence, c'est votre fille, apparemment, donc, qui a pris les commandes de l'entreprise. Mais bon, tout ne peut pas se résumer à une personne. Donc, comment vous transmettez cette culture et aussi comment est-ce qu'elle peut se diffuser au-delà de l'entreprise elle-même? Vous disiez que vous faisiez l'objet d'un certain nombre de visites, mais voilà, comment concrètement on peut essaimer à partir du modèle que vous avez mis en place?
Je pense déjà que le principal frein ou la principale porte pour une croissance, c'est très vite de comprendre que on n'a pas toutes les compétences dans une entreprise et qu'il faut s'entourer de gens plus compétents. Je pense que le problème aujourd'hui de la plupart des PME qui ont du mal à passer au stade ETI, c'est parce que les patrons n'ont pas le courage d'admettre qu'il faut faire appel à des gens plus compétents que soi-même. Alors évidemment qu'on risque de prendre en prendre un peu sur la tête. C'est vrai que si vous avez une formation de BTS technico-commercial de la Martinière, ce qui est mon cas, et que vous allez embaucher 3 centraliens, il va falloir faire preuve de beaucoup de modestie. Mais voilà, ça c'est la première des choses. Ne pas avoir peur d'embaucher des gens plus compétents et de mettre une vraie gouvernance en place. Et après, celui qui prend la relève, si ce n'avait pas été ma fille, évidemment, aurait pu avoir une couleur différente sur le plan social. Mais nous ne l'aurions pas choisi s'il avait été trop différent. Une entreprise a des valeurs, pas celles qu'on voit parfois dans les grandes entreprises marquées à l'entrée, là, hein. Pas celles-là, celles-là ne m'intéressent pas. Mais ont des vraies valeurs. Et je connais peu, pour être quand même dans un milieu patronal de PME, je connais peu de propriétaires de PME qui disent « moi, je vais vendre pour le fric ». La plupart, ils veulent que leur bébé soit pérenne et continue à vivre. Et donc les valeurs, on les communique. Et bien évidemment, quand on a la chance, comme moi, que c'est sa fille ou son fils qui prennent la relève, en gros, elle continue les valeurs. Ou alors à ce moment-là, il ne fallait pas qu'elle prenne la suite, et j'aurais dit non. C'est un choix. Merci. Je me permets de rebondir sur un aspect. Jean Lacornerie, on vient de parler de gouvernance et de se faire entourer, épauler. Êtes-vous un patron seul ou entouré? Quelle est votre équipe resserrée? Alors, je ne suis pas du tout seul. En fait, j'ai une directrice adjointe qui s'appelle Anne Meillon et qui, en fait, j'ai toujours travaillé à deux, moi, en fait, comme directeur. Je trouve qu'on travaille mieux à deux, parce que ça permet de se contredire. Et après, évidemment, il y a d'autres, mais voilà, ça fonctionne en binôme, oui. Donc vous avez un binôme, en fait. Absolument. Merci. Nous poursuivons. Oui, au deuxième rang, ici, s'il vous plaît. Le micro va venir. Ici, là, voilà. Bonjour, Jean Bonnet, homme d'entreprise, mais aussi passionné de culture. J'ai une question pour Jean de Lacornerie, mais qui pourrait peut-être aussi d'ailleurs être posée à Georges Fontaine. Au-delà des idées et des croyances, et donc des engagements personnels qu'on peut avoir par ailleurs, est-ce que statistiquement, vous croyez qu'on puisse véritablement opposer théâtre public et théâtre privé, si on se débarrasse des idées, des croyances? Quand on est passionné de culture, j'entends. Non, enfin, je n'ai aucune idéologie sur le théâtre privé et le théâtre public. Je ne pense pas que le théâtre public est mieux que le théâtre privé. Simplement, ça n'obéit pas aux mêmes logiques. Voilà. Et quand on est dans le théâtre public, ayant le soutien de la collectivité pour travailler, ça permet d'une part de prendre des risques peut-être plus importants, et d'autre part de permettre au public de venir à des tarifs plus accessibles. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, maintenant, les subventions qu'on touche, on les appelle des compléments de prix. Et ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ça veut dire que le spectateur peut venir, voilà. Et quand je dis le spectateur, ça peut être effectivement toutes sortes de spectateurs, et qu'il y a une fonction dans le théâtre public qui consiste à aussi aller chercher les spectateurs, c'est-à-dire des spectateurs qui ne viendraient pas, se donner les moyens de les faire venir. Ils ne viendraient pas pour plein de raisons, parce que peut-être ils sont malades, parce qu'il y a un barrage de la langue, il y a toutes sortes de barrages qu'il faut essayer de faire tomber.
Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui relève du théâtre public. Le théâtre privé n'a pas à se préoccuper de ça, parce que le théâtre privé, il faut essayer de trouver des projets qui puissent se monter dans une économie évidemment beaucoup plus tendue, beaucoup plus soumis à voilà. Et là, donc du coup, ça veut dire qu'il y a des prix de place plus élevés, ça veut dire que des coûts de production aussi plus serrés, etc. Donc en fait, après, je ne dis pas que les gens qui font du théâtre privé font de mauvais théâtre et que les gens qui font du théâtre public font du meilleur théâtre. Ça, c'est pas du tout ça. C'est une autre manière de voir les choses et je crois que c'est important, si on est passionné de culture, qu'on ait le souci aussi du public qui ne vient pas. Et qu'on trouve, ça c'est aussi une activité importante du théâtre de la Croix-Rouge, ça consiste effectivement à faire tout un travail avec des gens qu'on va faire venir, soit voir des spectacles, soit faire des ateliers avec eux, soit construire même des spectacles avec eux. Parce que par exemple, à la fin de la saison, je vais monter un spectacle avec 300 personnes qui sont des amateurs, mais qui sont soit des amateurs effectivement passionnés, qui vont venir là par passion, et puis peut-être des gens, et par contre aussi des gens qui n'auront jamais mis les pieds sur une scène. Et avec cette idée qu'ils vont mettre les pieds sur la scène pour la première fois, c'est l'idée aussi, et construire un spectacle avec nous, c'est l'idée que peut-être ils vont se dire que ce théâtre, c'est aussi pour eux. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais... Ça vous convient, effectivement? Ah ben allons-y. Ou à son départir? Non, alors déjà, j'ai surtout pas voulu copier, j'ai horreur de copier. J'ai voulu faire mon propre modèle avec mes propres risques, à condition que ça satisfasse la totalité des gens qui participaient à cette recherche de valeur de vie. Après, en plus, s'agissant du théâtre, les artistes, eux, n'ont pas... souvent, on passe de l'un à l'autre. Les choses sont libres, heureusement. Il n'y a pas deux familles qui tout à coup se haïraient. Enfin, c'est pas du tout ça. Allez-y, voilà, milieu de la salle, merci. Oui, bonjour Martine Pess. Pardonnez-moi, je ne vois plus qui a le micro. Ah, ok, ici. Ah, ici, d'accord. Oui. Merci. Martine Pess, je travaille aux relations internationales. C'est plus pour apporter un témoignage, parce que j'ai travaillé chez Tecné dans les années 90. Et deux éléments m'avaient fortement marqué à l'époque. Il y avait la forte implication des employés, depuis la chaîne d'assemblage jusqu'au bureau. Et puis, votre présence au milieu d'un immense plateau, sans bureau. Donc voilà, j'aimerais que vous nous donniez, que vous nous parliez de cela, parce que j'étais vraiment frappée et puis fortement impressionnée. Et je n'ai jamais retrouvé ce mode de management plus tard. Alors, ça n'a pas changé. Simplement que je ne suis plus sur le plateau, n'étant plus vraiment dans l'entreprise de façon régulière. Mais maintenant, c'est Marie qui est au milieu du plateau, en effet. Alors ça, en effet, c'est une recherche forte. C'est cette absence de hiérarchie, de cette recherche de mettre en valeur tout le monde. Et de la même façon, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans nos rémunérations, nous avions à l'époque 50% de nos rémunérations qui étaient variables. Et variables à la fin du mois, c'est-à-dire que le 30, on fait les comptes. Si le mois est bon, on a un gros salaire. Si le mois n'est pas bon, on a un plus petit salaire. C'est cette notion d'égalité. Nous avions à l'époque, dans notre partie mobile, ce qu'on appelait le pot commun. Si vous vous souvenez, c'était un langage un peu particulier, où on prenait 7% de la marge de l'entreprise divisé par le nombre de salariés. Une tête égale une part. Et je partais toujours du raisonnement, c'est de dire, si en tant que PDG, je vais voir un client et que le préparateur de commande, la veille, a foiré en livrant ce qu'il ne fallait pas, ma visite est nulle. Donc le rôle de tout le monde, enfin le rôle de chacun est identique. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut des salaires identiques. On n'est pas dans les meilleures heures du régime soviétique, loin de là. Mais simplement, il y a des choses qui sont communes, et entre autres la rémunération. Il y a le fait qu'il n'y ait pas de cloison, qu'il n'y ait pas que le courrier, tout le monde l'ouvre, etc., etc. Enfin voilà, c'est cette notion d'égalité pour essayer de faire ressortir le maximum d'intelligence de nos cerveaux. Vous savez, moi je pars toujours d'un truc, votre machine à laver tombe en panne. C'est tout simple, hein.
qu'est-ce qui se passe? Que vous soyez homme ou femme, on est à peu près à égalité à ce niveau-là pour faire tourner une machine à laver. Elle tombe en panne, maintenant ça ne se répare plus, on court chez Darty. Ou chez Conforama, hein, j'ai pas d'action chez Darty. Et vous avez là un jeune vendeur exceptionnel, formé en 48 heures par des écoles de commerce remarquables, qui vous explique « Oh, j'ai ce qu'il faut, monsieur ou madame, 42 programmes, vous voyez, c'est tout, gna gna, très bien. Bon, bah... Et puis c'est une promotion, ah bon, et puis on vous la livre, ah bon, bon. Vous vous retrouvez chez vous avec votre machine à laver, vous utilisez combien de programmes, vous? Moi, je peux vous dire, puisque ayant la liberté de mettre ma machine en route tout seul, j'utilise le blanc, j'utilise la couleur et la laine. Alors, il y en a peut-être qui sont plus doués que moi, ça, j'en doute pas. Mais ce que je veux dire, nos cerveaux, c'est pareil. On a dans notre petite tête là, 42 programmes, et on en utilise 3. Eh bien, si, et c'est un peu, pour revenir à votre sujet, si on a un management qui permet de passer de 3 à 4 programmes, vous vous rendez compte que vous augmentez de 33% la productivité de nos cerveaux? Et après, on voudrait enquiquiner les gens pour qu'ils gagnent 1,5% de productivité dans l'atelier? Ou bien on va dire, ah ben non, on ne peut pas vous augmenter cette année de plus de 1,7%, alors que les gens vont demander 2 pour être contents. Oui, voilà. On a une capacité dans nos entreprises, toutes nos entreprises, à utiliser l'intelligence humaine. Et c'est là le potentiel fantastique que l'on a. Et c'est là le rôle du management. C'est pas d'aller enquiquiner les gens sur l'heure d'arrivée, sur ceci, sur cela. Donc voilà, en effet, il n'y a toujours pas de cloison, il n'y a toujours pas de pointeuse. Alors si je vais être très rapide parce que sinon je vais vous embêter. Les jeunes de temps en temps me disaient « Oh dis donc, il faut mettre une pointeuse ». Alors je me doutais bien pourquoi. Parce qu'ils avaient tous l'impression que le petit camarade en faisait moins qu'eux. Donc je freinais régulièrement. Alors vous me dites, il y a 10 ans, on avait déjà fait un essai, ça je m'en rappelle. Donc au bout d'un certain temps, bon, je lâchais en disant, bah écoutez, si vraiment vous voulez une pointeuse, moi ce que je vous propose, on va en louer une. On ne va pas l'acheter. On ne sait jamais. Et la dernière, mais vous devez être plus parmi nous, la dernière, on l'a louée. Voilà pas qu'il y a un peintre qui est venu repeindre le mur. Clac! Il a repeint tout le mur. Sauf évidemment la pointeuse qu'on a évidemment rendue 3 semaines après au marchand de pointeuses. Et depuis, on a une différence de peinture. Ce qui me permet, quand on fait l'intégration des jeunes, je les fais passer devant la pointeuse. En disant, vous en faites pas, hein, y a une pointeuse, là, hein, elle est là. Mais bon, elle est virtuelle. Et les jeunes comprennent très bien ce que ça veut dire virtuel aujourd'hui. Voilà. Donc on n'a pas changé. On est resté dans nos lignes. Cela dit, passer à l'époque, on devait être 50, 60. Bon, évidemment, à 300, c'est plus pareil. Mais il faut pas vouloir faire du copier-coller, il ne faut pas vouloir faire toujours la même chose, mais il faut évoluer avec les mêmes valeurs. Voilà. Vous ne pouvez pas faire pareil avec les radars au bord des autoroutes, non? Pour les peindre un peu. À vous. Oui. J'ai une question. De quel point de vue vous citez-vous? Alors, je suis Anthony Bleton, le dirigeant de Novius, qui est une entreprise qui fait des sites internet, en particulier pour le monde de la culture. Je travaille avec des gens comme la Biennale ou des gens comme ça. Et du coup, j'ai une question qui s'adresse à l'homme de culture. Alors, en fait, de la même façon qu'on essaye de faire rentrer la culture dans les entreprises, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire rentrer les mécanismes de marché un petit peu plus dans le monde de la culture? Je m'explique. Vous avez exprimé de façon fort claire qu'un des critères importants pour vous, c'était le taux de remplissage de vos théâtres. Et je suis assez surpris parce que tous mes clients dans le monde de la culture ont cette problématique, mais finalement n'utilisent pas les mécanismes du marché qui ont été inventés par d'autres. Je pense notamment aux gens, des gens comme EasyJet, des gens comme l'hôtellerie qui utilisent le yield management pour adapter en permanence le prix de leur siège. Ils ne supportent pas, comme vous, d'avoir un avion vide. C'est de la perte sèche. Et comment se fait-il que dans le monde culturel, alors je vous fais cette suggestion, ne serait-il pas intéressant de faire rentrer un petit peu plus ces mécanismes-là pour permettre finalement une démocratisation de la culture? Parce que si on a des billets dont les prix descendent,
tout le monde est gagnant. Vous avez quand même quelques euros qui rentrent et vous êtes des gens qui n'auraient pas eu forcément les moyens de venir, qui peuvent assister au spectacle. Notamment par une billetterie bleu, blanc. Voilà, rouge. exactement. Une billetterie yield management. Bon, on a déjà les chômeurs et les seniors. Oui, en fait, vous dites qu'on ne le fait pas, mais on le fait. Mais je ne suis pas au courant de tout. En fait, parce qu'en fait, ce qu'on fait, parce que EasyJet, au fond, ils vendent des billets pas chers. Si on les achète un an avant, et puis plus ça se rapproche de la date, plus c'est cher. Enfin voilà. Donc, on pratique pas exactement ça, mais c'est vrai que si les spectateurs décident de venir plus souvent, on a cette idée de l'abonnement. Alors l'abonnement, j'ai envie d'en parler parce que c'est un truc qui est en train de changer. Quand j'ai commencé moi à faire du théâtre, les spectateurs s'abonnaient parce qu'ils avaient envie de soutenir l'activité d'un théâtre ou d'un musée. Il y avait une démarche citoyenne dans cette idée d'aller s'abonner quelque part. Voilà, on soutenait quelque chose. Et donc, par conséquent, on était prêt à... Puis progressivement, on est prêt à payer en l'avance un certain nombre de places. C'est ça le principe de l'abonnement, c'est qu'on achète, chez nous ça commence à partir Un forfait, quoi. Un forfait, 3 places, 4 places, 5 places, etc. Même des gens qui en prennent 17. Enfin bon. Et puis progressivement, en fait, cet abonnement est devenu une espèce de truc où il fallait des avantages, c'est-à-dire que on s'abonne, mais on paye moins cher. Donc si on achète 3 places, ben oui, on paye moins cher que si on n'en achète qu'une. Et puis, on a donc glissé de cette idée de soutenir à l'idée de l'avantage. Voilà. Et effectivement, maintenant, on est dans la vente des places, effectivement, confronté à cette idée du marketing et qu'il faut vendre les choses. Voilà. Moi, pourquoi on résiste à ça ? Parce que malgré tout, c'est pas pareil de vendre un fauteuil d'avion qu'une place de théâtre. Et que ce qui est à vendre n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, je ne suis pas certain que si on mettait les places beaucoup moins chères, ça ferait venir plus de monde. Jean Lacornerie, voilà, mettons, je suis abonné. Non seulement je ne suis pas certain, mais j'ai le moyen j'ai pu le vérifier à certains moments. Je suis abonné, il y a un petit bar chez vous à l'entrée à gauche. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que parce que abonné, j'ai le petit coup de rouge en plus, gratos, ça fait partie du prêt. Voilà. Non mais attendez, EasyJet, on a des plateaux repas ou pas de plateaux repas. Bientôt, il faudra payer pour aller aux toilettes dans certains avions. À l'inverse, est-ce qu'effectivement, je pousse le bouchon que nous propose monsieur, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des services associés, des plus? Curieusement d'ailleurs, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui, ce qui marche? C'est pas tellement les trucs moins chers, c'est les trucs plus chers pour certains. C'est de rajouter dans le prix, ce qui est peut-être contre la philosophie du théâtre public. Oui, absolument. Oui. Ah oui. Voilà. Et d'un autre côté, j'arrive 10 minutes avant le spectacle. Oui. C'est pas l'équivalent du lastminute.com chez vous? Alors on ne fait pas ça en fait, mais il y a des théâtres qui le pratiquent effectivement. Racontez ce que c'est cette pratique. C'est que effectivement, s'il y a des places qui ne sont pas vendues dans certains théâtres, elles sont vendues à la dernière minute, beaucoup moins chères. Pas à la Croix-Rousse. Non. Donc essayez pas d'arriver 5 minutes avant. On a un système aussi quand même à la Croix-Rousse qui consiste à vendre effectivement à la dernière minute des places, mais c'est pas juste avant. Voilà, c'est une heure avant. C'est une heure avant. Voilà. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir, c'est un indicateur très intéressant de voir comment le spectacle est le bouche à oreille en fait. Ces tarifs comme ça de dernière minute. Mais je sens quand même une certaine réserve d'aller dans la voie que monsieur nous propose, de pousser. Alors peut-être que c'est une logique fric, je ne sais pas. Et parce que je pense que la valeur d'un spectacle n'est pas quelque chose de différent avec la valeur d'un billet d'avion ou je ne sais pas quel autre truc. C'est pas pareil. Et on peut pas le vendre de la même façon. On vend pas. C'est pas ça qu'on vend. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, quand les théâtres déstockent leurs places, ça ne les vend pas plus. Les gens se disent pourquoi ils vendent les places moins chères, c'est que c'est pas bon. Donc ils les prennent pas. Alors EasyJet, par contre, les gens vont se dire oui, c'est moins cher, l'avion est pas plus mauvais à 7h, à 6h moins le quart qu'à 23h15. Bon, mais pour le théâtre, c'est pas pareil. Oui, mais Jean, on est rentré complètement dans la génération Z, zapping. Il y en a là. On a envie des fois, pas au dernier moment, d'aller au théâtre. Et puis, on reçoit sur un SMS
promotion théâtre de la Croix-Rousse, spectacle machin, 15 €. Oh bah tiens, on va y aller. Et on le fait, ça, oui. Bien Ouais. sûr. Oui, oui. Non, mais on se modernise quand même. Non, faut pas... Mais c'est drôle parce que, bon, puisqu'on va raconter une petite anecdote, quand j'étais à la Comédie Française, donc j'étais chargé de m'occuper justement des stratégies commerciales. Et la Comédie Française, c'est vraiment une institution très, très ancienne. Et il y avait un truc qui me paraissait étonnant, c'est que donc on vendait. Le principe, c'est que on vendait à la dernière minute. C'est une salle à l'italienne aussi. Alors, les salles à l'italienne, vous savez, c'est les trucs avec les balcons. Donc, le problème quand on a une salle à l'italienne, c'est qu'on a de bonnes places et on a surtout des mauvaises places à vendre. Et donc, il fallait trouver une moyen de vendre les mauvaises places. Et donc, il y avait cette idée, il y avait une habitude qui consistait à vendre à la dernière minute les places du dernier balcon. Et ça s'appelait le petit guichet. Et c'était en effet un petit guichet qui donnait sur la rue Montancier, qu'on ouvrait comme ça dans le mur, et on venait, et les gens faisaient la queue pour acheter des places au petit guichet. Et je trouve ça, on poirote dans le froid, enfin bon. Et je trouvais ça horrible, ce truc. Et je me dis, bon, on va arrêter le petit guichet, c'est ridicule. Les gens peuvent rentrer et acheter leur place normalement. Parce que, non, quand on achète à la Comédie Française, quand on achète sa place moins chère, on passe pas par la même entrée. Enfin, c'est des idées comme ça. Et j'ai proposé qu'on supprime le petit guichet, et je me suis heurté à une opposition gigantesque, parce que c'était une tradition qu'il fallait surtout pas changer le petit guichet, que ça faisait plaisir aux gens en fait d'attendre dans le froid, et que ça faisait partie de la mythologie de quand j'étais étudiant, j'allais au dernier balcon et je voyais les spectacles. Donc je n'ai pas changé le petit guichet, j'ai laissé le petit guichet là où il était, et j'ai créé un truc qui était quand même incroyable, un tarif étudiant. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de tarif étudiant à la Comédie Française. Donc on a créé un tarif étudiant qui consistait effectivement à venir à la dernière minute et avoir les meilleures places, non pas les plus mauvaises, mais les meilleures. Et on les revendait au tarif des plus mauvaises. Voilà, c'est ça que j'avais fait. C'est le théâtre public. C'est intéressant parce qu'à travers votre question, il y a presque une réflexion, une séance de créativité de marketing. On pourrait se dire, le théâtre finalement c'est la pièce, mais c'est un moment. Je pense à ce qui se passe à la Maison de la Danse. Très souvent à la Maison de la Danse, le restaurant est blindé. Il est plein à craquer de gens qui ont mis quelquefois plus cher dans le repas que ce qu'ils viennent voir. Finalement, on achète peut-être un moment et pas simplement une pièce. Et du coup, le raisonnement prix est tout à fait différent. Oui, la notion de prix, oui, effectivement. C'est très souvent, d'ailleurs, quelquefois, j'interroge les spectateurs. Je dis, vous savez combien vous avez payé votre place? Ils ne se souviennent pas. Combien vous avez payé votre... C'est ceux qui sont invités, ça? Non, ceux qui sont... les invités, c'est les spectateurs les pires. Mais c'est notre chapitre. Mais enfin, bon, ce que je voulais dire, cette histoire que les étudiants devraient avoir les meilleures places, c'est l'idée que si on vient au théâtre quand on est jeune, il faut avoir de bonnes places, parce que sinon on n'ira plus jamais. Ah oui, mais il y a peut-être des choses à imaginer, effectivement, des séances de créativité. C'est avec pour les étudiants ici, les 4 P, produits, pli, passe et promotion, pour sortir de cet enfermement sur le prix. On poursuit. Oui, bonjour, je suis Gaëlle Bossier, je suis journaliste. Pardonnez-moi. Ici. Ah, voilà, là, merci. Pardon. Je suis journaliste culturelle. Moi, je m'intéresse beaucoup à ces croisements entre des univers qui ne se croisent pas forcément. J'ai envie d'interroger à la fois le chef d'entreprise et l'homme de théâtre. Comment on peut faire se rencontrer ces mondes? Est-ce que, Jean Lacornerie, vous incitez vos équipes à aller vers les comités d'entreprise, par exemple? Et est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous incitez un petit peu vos salariés à vous pencher du côté du théâtre? Est-ce que vous utilisez, par exemple, du théâtre d'entreprise, pourquoi pas, sur certains sujets un peu sensibles? Je sais on l'utilise en management. Et est-ce que vous avez déjà utilisé ce type de choses? Oui, alors moi je peux répondre. En ce qui nous concerne, le comité d'entreprise a un budget tout à fait exceptionnel puisqu'il a une somme bien au-delà de ce qui est légal. Et j'ai la chance d'avoir des gens en comité et comme délégués tout à fait remarquables. Et donc on fait un programme annuel de ce que l'argent de la société comment va être utilisé. Je vous parlais tout à l'heure des grands voyages. Le grand principe de tout ce qu'on fait, l'entreprise paye, le comité gère. Donc bien évidemment, comme il y a les deux parties concernées, on essaye de se mettre d'accord. Alors, la difficulté, c'est que le rôle d'un comité d'entreprise, c'est quand même de satisfaire le maximum de gens.
Donc il ne s'agit pas de vouloir être élitiste et dire bah, tiens, on va faire que du Brecht. Parce que là, on n'aurait pas grand monde. On ne va pas faire que des matchs à l'OL. Parce que là, on n'aurait pas non plus. Donc voilà, on essaye de saupoudrer en fonction des remontées terrain, si on peut dire, des envies de chacun, avec un objectif très clair, c'est de tirer vers le haut. Voilà, donc on va y aller doucement, à chapeau, comme on dit à Lyon, mais dans un but, en effet, d'essayer d'améliorer l'homme. Et ça reste l'objectif, c'est améliorer, mais doucement. Et le théâtre au sein de l'entreprise pour résoudre certaines crises, est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Non, on ne l'a pas utilisé, mais on n'est pas contre. Visiblement, il n'y a pas de crise chez Technique. Mais oui, on n'est pas contre du tout. Par contre, on a déjà eu des troupes de théâtre qui sont venues jouer dans l'entreprise. Oui, voilà, donc je pensais aussi à ça. C'est un lieu très sympathique parce que c'est un lieu qui est inhabituel pour beaucoup, aussi bien pour les artistes d'ailleurs que pour des gens qui n'auraient jamais été au théâtre. Oui. Et là, c'est une très bonne façon, je pense, de démocratiser. Bien sûr, aussi, complètement, hein. complètement. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont des freins, c'est-à-dire entrer au théâtre ou alors aller dans un musée ou dans une galerie d'art. C'est encore pire dans une galerie d'art. Puis alors quand on parle de l'opéra, c'est affreux. Ouh là là, comment je dois m'habiller? Enfin, chacun se pose 10 000 questions. Et je crois qu'il y a encore vraiment ce travail à faire. Et je pense qu'accueillir des troupes de théâtre, même pourquoi pas dans des toutes petites formules, mais à l'intérieur de l'entreprise, pourrait permettre peut-être d'entrer dans un univers. Tout à fait. Et l'expérience qu'on a fait aussi, c'est de faire un jumelage avec la commune où nous sommes, Morancé-en-Beaujolais, qui est une petite commune de 1600 habitants, et de faire en commun avec la commune et l'entreprise un spectacle ouvert à tous. Et c'était très intéressant. Ouais. J'en suis persuadée. Et pour ce qui est de la Croix-Rouge, bien sûr, on travaille avec les comités d'entreprise, mais là aussi, les choses ont beaucoup changé. C'est-à-dire qu'en effet, il y a eu un moment où le comité d'entreprise était animé par des gens qui avaient envie, comme ça, d'emmener les autres vers quelque chose de culturel, et maintenant on a plutôt affaire à des comités d'entreprise qui sont c'est l'idée de trouver le meilleur prix pour le truc que tout le monde voudra voir, essayer d'obtenir la réduction, voilà. Et c'est vrai que là, moi, je vois pas pourquoi, parce qu'on fait partie d'un comité d'entreprise, on paierait moins cher que les autres. Enfin, bon, voilà. S'il y a des comités d'entreprise avec lesquels on peut vraiment travailler, mais construire des projets, faire en sorte que les gens viennent, leur faire visiter le théâtre, voilà. On fait beaucoup ça. Mais c'est vrai il y a un rapport commercial qui s'est installé, bon, auquel on répond, mais qui a changé, là encore. Voilà. Et sinon, effectivement, on est tout à fait prêt à aller dans les entreprises, on le fait. J'ai lancé un truc que j'aime bien faire, ça s'appelle la brigade d'intervention lyrique. C'est-à-dire que j'envoie des chanteurs chanter comme ça ou déboter, souvent dans le restaurant d'entreprise. On prévient personne et ça est comme une sorte de happening comme ça. Et en général, c'est très joyeux et à la fois les interprètes s'amusent et les gens pour qui on chante. Voilà, non, bien sûr. Et puis évidemment, j'en ai pas parlé du tout jusqu'à maintenant, mais les entreprises intéressent le théâtre de la Croix-Rousse parce que le théâtre de la Croix-Rousse cherche du mécénat. Absolument, c'était la question subsidiaire. Voilà. Et qu'effectivement, il y a des entreprises avec lesquelles on travaille et il y a un vrai échange. On découvre effectivement qu'il peut y avoir un échange de compétences aussi avec des entreprises. Dans le mécénat, il y a aussi l'accès au théâtre que vous soulignez. Parfois, on peut organiser des soirées particulières. On sait que le MAC le fait, enfin le Musée d'art contemporain ou d'autres, les biennales sont habitués à ça. Donc, il y a vraiment aussi cette possibilité pour les gens de l'entreprise de venir, j'allais dire, passer derrière les coulisses. Ça peut être aussi intéressant. Oui, absolument. Oui. On évoquait aussi parfois la possibilité pour des étudiants aussi bien que pour des gens d'entreprise, par le théâtre, de s'affranchir d'une timidité, d'oser parler en public, de soutenir un projet, tout ce que le théâtre peut apprendre à oser faire, à franchir le pas, quoi. Oui, alors par contre, excusez-moi. Je vous en prie. Par contre, pour terminer, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on tienne compte d'une chose, c'est que la population jeune n'a pas du tout les mêmes envies que les gens plus matures. Je m'explique. Aujourd'hui, ce que je crois, peut-être une erreur de ma part, mais il y a des jeunes qui vont me contredire, il faut faire très attention. On ne veut plus avoir une vie dans l'entreprise en dehors du temps de travail. On rentre pour être avec sa famille, on rentre pour être avec ses copains, on rentre pour être sur Facebook. Et ça change la relation vis-à-vis de la culture qu'on voudrait parfois faire passer.
Et là, en ce qui me concerne, je n'ai pas la solution. Bonjour. Je ne sais pas, Jean, si vous l'avez. Non. Bonjour. Oui, merci. Abdelaziz Hassani, consulat du Bénin à Lyon. Je voudrais demander au directeur du théâtre de la Croix-Rousse, en termes de rentabilité pure et dure, si aujourd'hui on enlève les subventions ou plutôt les compléments de prix du théâtre, est-ce que vous fermerez? Et si c'est pas vous, en moyenne, combien de théâtres ou combien de lieux de culture fermeront automatiquement si ça rentre dans le management pur et dur? Oui, on fermera, oui. Oui. Enfin, en tout cas, peut-être qu'on fermera. Enfin, on ferme. En tout cas, le théâtre de la Croix-Rousse tel qu'il existe maintenant, si on lui coupe ses subventions, et même une petite part de ses subventions, ne pourra pas du tout faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et je crois que c'est le cas de tous les établissements culturels français, y compris d'ailleurs les théâtres privés. Parce que les théâtres privés, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont aussi subventionnés. Et oui, mais c'est la grande chance de la France, c'est d'avoir un système culturel subventionné, et ça fait l'identité de la France, ça fait la force de la France. Alors après, on peut faire du théâtre avec 3 fois rien, c'est bien sûr, mais ce ne sera pas la même chose. Vous rejoignez cette notion d'élément de la marque France que citait Georges Fontaine tout à l'heure, quoi, la culture comme élément de notre marque. Nicole Tomasicchio. Oui, merci. Bonjour, EDF, direction des achats. Donc, je travaille dans une grande entreprise avec un outil industriel extrêmement important. Donc moi, j'avais simplement une ou deux remarques qui amènent une question. Je me demande si quand on se pose la question de savoir comment amener la culture dans l'entreprise, c'est pas qu'on a loupé quelque chose avant. Avant d'être maman, j'étais moi-même une enfant qui allait à l'école et on avait un professeur d'art plastique, un professeur de musique, un professeur d'éducation physique. Mes fils qui ont 24 et 20 ans aujourd'hui n'ont pas eu cette chance. Quelque part, ils avaient des professeurs qui, de temps en temps, remplaçaient d'autres professeurs et on faisait un cours d'art plastique ou je ne sais pas comment on appelait ça. Moi, c'était dessin, eux, c'était art plastique. Et j'ai eu l'impression que l'art plastique, le sport, la musique n'étaient pas importants sur le bulletin scolaire. Clairement, même moi, en tant que parent, je disais, écoute, tu as 18 en musique, mais tu as 9 en maths, j'aimerais mieux le contraire. Donc la question que je me pose, c'est que est-ce qu'avec des réflexions comme ça, on peut, lorsque l'on est adulte et que l'on est en entreprise, et que l'on nous explique aussi dans l'entreprise que l'important c'est la performance, le respect des procédures, d'être efficace, de répondre aux sollicitations diverses, de ne pas être trop créatif, d'être innovant mais pas créatif, parce qu'il y a des procédures qui ont pensé pour nous et qu'il faut se plier à ce qu'on nous demande. Je me dis que le grand écart en tant qu'individu est difficile à faire. Comment on peut nous amener, nous, en tant que salariés, à se dire, eh bien, la culture est importante dans le management et dans mon quotidien. Comment j'y viens? Comment je la fais vivre? Voilà, ça m'interroge. En tous les cas, pour ma part, la culture, je la vis comme une bulle d'oxygène, quelque chose qui est plutôt intime, qui m'appartient. Je vais voir les spectacles que je veux parce qu'ils amènent un contre-pouvoir, de la controverse à ce que je peux penser. Ils me font réfléchir autrement. Et j'ai presque pas envie de le partager parce que j'ai l'impression que ça me marginalise dans mon entreprise. Voilà, c'est une réflexion, question. Voilà. Merci. Il est superbe votre questionnement, hein. Grand merci. Là. Non, mais sur la question de l'éducation, c'est évident que il y a de gros efforts à faire, et à maintenir surtout, et que là aussi les budgets baissent sur l'intervention artistique à l'école. Et que ça ne va évidemment pas faire progresser les choses. Et que c'est parce que on va pouvoir travailler avec les enfants le plus tôt possible sur les questions artistiques que le goût pour ça va se faire, c'est évident. Cela dit, ça fait quand même aussi partie de notre travail de le susciter, de construire des projets avec les enseignants. Enfin, ça, c'est vraiment un travail quand même qui se fait vraiment quotidien dans un théâtre comme celui de la Croix-Rousse. Donc je ne suis pas complètement désespéré, malgré tout. Après, sur la question de comment ça peut continuer une fois passé dans le monde d'entreprise, c'est vrai que là, les relais ne sont pas les mêmes. Parce qu'effectivement, ce qui marche quand on travaille, c'est quand on a un relais. C'est-à-dire que nous, s'il y a un enseignant qui veut travailler avec nous,
on trouvera toujours quelque chose à faire. Mais il faut ce désir-là. Voilà. Et c'est pareil pour le comité d'entreprise. S'il y a quelqu'un dans le comité d'entreprise qui a envie de faire quelque chose, on va trouver la bonne chose à faire ensemble. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui a envie de faire ça. Voilà. Ça passe beaucoup par les individus, pour le coup. Plus que peut-être par des accords. D'ailleurs, je vois bien, quand on fait des accords avec un lycée, c'est pas parce que le proviseur va dire on va le faire que les profs vont le faire. C'est parce que les profs auront envie de le faire que ça va marcher. Voilà. Et c'est pareil, sans doute, dans l'entreprise. Il faut qu'il y ait des individus qui soient motivés et qui aient envie d'embarquer les autres. Je rebondis sur votre questionnement, encore une fois, auquel je souscris volontiers. On entend quelquefois le discours inverse, à savoir que trop de culture amène à se poser trop de questions, et que finalement, être un petit peu basique permet de foncer sans état d'âme. On entend quelquefois dans certaines entreprises, on a quelques entreprises à Lyon qui sont des illustrations, disant finalement la culture ça amène à se poser des tas de questions, quoi. Vous êtes en train de couper les cheveux en quatre, quoi. Une absence de culture, au moins, ça permet d'y aller franco de port, quoi. Et c'est des discours qu'on entend en France, qu'on entend beaucoup aux États-Unis ou dans certains pays asiatiques, finalement. Un surcroît de culture, finalement, ça pourrait être un handicap pour certains. Parce que ça amène à se poser des questions de fond sur le sens, d'enlever les lunettes ou d'enlever le masque qu'on a sur les yeux. Donc je comprends qu'effectivement, dans certaines entreprises, on s'est un peu réservé par rapport à la culture, mais vous posez des questions. Ça, on est à des années-lumière de ce qui étaient vos convictions. Hein. Oui, alors moi, oui, c'est en effet. Alors, j'ai quelques convictions que je garde pour moi, en principe. Aujourd'hui, la famille a malheureusement parfois perdu un petit peu d'importance dans le rôle éducatif. La religion, à part une, est en plein déclin. Le politique n'a pas été capable de nous redonner un idéal. On a loupé, par exemple, l'idéal européen. Et qu'est-ce qui reste ? Il reste l'entreprise. Et quand on voit le développement ces derniers mois, parce que c'est récent, de tout l'engagement sociétal, de la responsabilité sociétale des entreprises, il faut penser qu'il y a seulement 2 ou 3 ans, on ne savait même pas ce que ça voulait dire pour la plupart d'entre nous. On a commencé dans les années 2000, là je parle sous le contrôle de spécialistes, dans les années 2002-2003, on parlait d'environnement durable, on ne savait pas bien où on allait. La responsabilité sociétale d'une entreprise, c'est quoi ? C'est aider l'individu dans l'entreprise et autour de l'entreprise à évoluer. Et là, on retrouve ce rôle fondamental de l'entreprise, aider l'individu à s'améliorer et à se cultiver. Alors évidemment, certains pourraient dire « Oh là là, ça c'est du paternalisme ». Ben non, moi je pense que c'est le rôle de l'entreprise d'assurer une sécurité à l'homme et de l'aider à s'améliorer et donc à se cultiver. C'est un point de vue très personnel. Mais je le dis aussi au titre du réseau Entreprendre, parce que ce sont nos convictions. Oui, une question, je regarde. Nous sommes encore... ça va être peut-être la dernière. Bonjour à tous, c'est Alexandre Cata, expert comptable avec une expertise particulière dans l'accompagnement à l'international. Alors, je vous écoute et je pense en fait beaucoup au principe de subsidiarité quand vous expliquez un petit peu la façon dont vous managez. Le principe de subsidiarité, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une organisation ascendante du pouvoir, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que l'individu puisse exercer ses talents et tous ses talents. Et donc, lorsqu'il y a hiérarchie, la hiérarchie est là pour aider, faciliter l'individu à déployer ses talents. Est-ce que vous vous êtes inspiré de ce principe dans votre management ou c'est tout à fait fortuit cette similarité? Moi, je serais plutôt pour inverser la pyramide. Et pas de hiérarchie, mais la hiérarchie. Oui, c'est ça en fait. L'individu. Uniquement par les compétences. Voilà. Ouais. Mais c'est un principe qui vous a mené. Ça se fait naturellement. J'ai horreur des galons, j'ai horreur des titres. Mes cartes de visite n'ont jamais eu des titres ronflants. Ma voiture est garée comme n'importe quelle voiture sur le parking. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Par contre, l'intelligence des gens, oui, ça m'intéresse. Oui. Merci.
On termine à l'instant. J'aimerais savoir par rapport aux plus jeunes, mais aux autres d'entre nous, quel type de message par rapport au, je ne sais pas, là, abonnez-vous certainement, éventuellement venez faire partie des 300 qui monteront sur scène, je ne sais pas, quand même de l'utilité de votre métier aujourd'hui par rapport à ce que vient de nous dire Georges en un portrait un petit peu noir, de l'utilité d'un théâtre aujourd'hui. Mais c'est ce qui est magnifique, c'est qu'un théâtre, c'est inutile. Voilà. Ce qui est beau, c'est qu'il y a des choses qui sont inutiles dans la vie. Et Brecht disait très bien, au fond, on ne vit que pour le superflu. On ne vit pas pour se nourrir, on vit pour ce qu'il y a en plus. Voilà. Et le théâtre, ça fait partie des choses qui sont inutiles et magnifiques, parce qu'elles sont inutiles. Elles sont injustifiables, ça coûte cher, mais je crois qu'on en a besoin. Enfin, j'espère. Merci. Donc à la Croix-Rousse, on dit du Beaujolais et du théâtre. Au gros caillou. Georges, j'ai bien entendu que votre message s'adressait aussi à travers le réseau Entreprendre. Mine de rien, il y a 1000 choses encore à faire. Oui, il y a à faire. On a la chance d'avoir une belle jeunesse. Et je ne dis pas ça pour failloter vis-à-vis des plus jeunes. On a une jeunesse extraordinaire, une créativité fantastique, des écoles remarquables. Donc arrêtons de nous flageller, allons-y, créons des entreprises, on peut les développer, il y a des freins, on les fait sauter, il y a des règlements, on les respecte. et vraiment vous avez un bel avenir les jeunes, allez-y. Merci Georges Fontaine, merci Jean Lacornerie. Et vous ?